Donc, bonjour à tous. Donc, on est donc la deuxième session du printemps du microbiote intestinal, donc de la FHU PASSEM. Et donc, à la demande générale, il y avait beaucoup de questions sur les enjeux des analyses. Et donc, on s'était dit que c'était important de faire une séquence sur l'analytique. Et donc, nous allons avoir donc un duo d'experts en analyse du microbiote avec quelques aspects sur la bioinformatique et la biostatistique. Donc, on va entendre donc Eddy Prifty, qui est chargé de recherche à l'IRD dans l'unité UMISCO. Et puis ensuite Magali Berland, donc, qui travaille à l'INRAE, donc à Joué en Josas. Et en fait, ils vont mixer leur présentation. Donc, c'est vraiment un duo. Donc, ben voilà, je vous laisse la parole. Et puis, ben, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et donc on relèvera les questions qu'on posera donc à la fin. À vous de jouer. Merci beaucoup, Karine. Merci, Karine. Donc, je vais prendre la parole au début pour vous faire un petit peu l'introduction de plusieurs concepts en bioinformatique. Et puis ensuite, Magali va poursuivre sur les concepts en biostatistique, analyse de données. Et enfin, on va parler de quelques approches d'IA fait maison, dans nos labos. Et enfin, on va conclure par les challenges qu'on fait face aujourd'hui dans le domaine du microbiome. Et ensuite, on va discuter tous ensemble. Donc, Karine l'a mentionné, moi je suis chercheur à UMISCO. Donc, UMISCO, c'est l'unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes à l'IRD. Un laboratoire dirigé par Jean Daniel, une unité mixte internationale avec plusieurs centres dans le monde, et en même temps chercheur associé dans l'équipe de Karine Nutriomique autour des aspects cliniques et applicatifs. Et enfin, je suis aussi responsable de ce groupe de chercheurs et d'analystes qui s'appelle Integromix, qui permet de développer donc des méthodes de répondre à des questions bioinformatique, identification de target et ensuite de traiter toutes ces données dans un contexte de calcul à haute performance. Alors, l'introduction de la bioinformatique, il me semble important de mentionner que l'holobionte intelligent qui nous sommes, ou alors on espère l'être, est un complexe d'histoire et aussi de micro-organismes. Donc, tous ces micro-organismes viennent contribuer dans cette intelligence qui est en train de se transformer en intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Vous savez tous, vous êtes là pour cette raison, mais tel que moi je le conçois, c'est en fait un groupement d'individus, d'objets auxquels on connaît peu, on les imagine un petit peu, on sait qu'ils sont organisés d'une certaine manière, ou au moins on pense les organiser, puisqu'on comprend mieux. Il y en a beaucoup, ils jouent un rôle très important, bon, tout ça vous savez. Et en fait, dans ce graphe de maladie qu'on appelle le dysysome, qui a été construit en analysant beaucoup de données patients, par coïncidence, on centralise de plus en plus le microbiome comme une partie intégrante de ce dysysome. Voilà, l'introduction plutôt clinique étant faite. Là maintenant, comment on voit le microbiome? Je me base sur des anciens slides développés avec les collègues de l'INRAE il y a bien longtemps. Donc on voit ces échantillons, ces individus qui sont dans les colonnes, chacun avec son propre microbiome intestinal. Et on essaye de faire un éclaté de ce microbiome dans une table. Donc on voit en fait que la composition elle est très différente d'un individu à un autre, ce qui fait qu'il y a plein de cases qui sont vides. Et donc avec cette matrice de données d'abondance, on peut ensuite essayer de regrouper des patients dans des groupes, comme la stratification, afin d'améliorer donc la prise en charge personnalisée des patients, mais aussi identifier des variables qui changeraient entre deux groupes de patients, par exemple les malades et des contrôles,
Et une fois qu'on a identifié cela, ensuite, on peut développer des thérapies, soit au niveau des molécules développées, produites par ces espèces bactériennes, soit par des espèces ou des changements d'écosystème complets. Le gros problème que nous avons, c'est que nous connaissons, encore une fois, très peu de ce qui se passe dans cet écosystème. Et cette connaissance n'a pas énormément évolué depuis une dizaine d'années. Donc, on est autour d'une 20 à 30% de ces espèces qui sont cultivables, et le reste ne l'est pas. Et aussi, au niveau des espèces connues, on était, il y a quelques années, autour de 4%. Là, on doit être un petit peu plus avec les espèces assemblées à travers les métagénomes. On va en parler par la suite. Alors, nous avons deux manières de développer ou de comprendre, d'analyser les microbiomes. Il y a la première qu'on appelle la métagénomique non ciblée, ou shotgun, et la deuxième, c'est la métagénomique ciblée. Ça reste du shotgun, mais pas sur l'ADN entier de l'environnement, mais sur des bouts d'ADN provenant d'un gène CESES, où il y a une région qui est très conservée et puis une autre qui est très variable. Donc, je vais vous dire aussi que nous avons 1h30. Nous avons beaucoup de concepts à introduire. Vous allez peut-être être déçus parfois parce qu'on ne va pas pouvoir entrer en profondeur de certains concepts, mais c'est pour ça qu'on va discuter par la suite. Et l'idée, c'est vraiment de planter quelques graines de langage pour qu'on puisse ensuite discuter dans des échanges futurs. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps sur cette slide. Donc, on commence par l'environnement. On extrait l'ADN, on va le fracturer en petits morceaux par différentes techniques. La technologie a bien évolué depuis une décennie. Et ensuite, ces petits fragments, on va essayer de les rentrer dans des machines de séquençage à haut débit, donc en parallèle. On séquence en parallèle plusieurs morceaux d'ADN et on obtient des lectures. Et le plus qu'on développe, on lit des lectures, le plus de lectures qu'on obtient, la plus haute la résolution que l'on va avoir par rapport à cet écosystème. Donc, on peut aussi se dire tout naturellement qu'un écosystème complexe a besoin de plus de lecture qu'un écosystème qui est moins complexe. Donc, on appelle ça la profondeur de séquençage, et c'est un aspect important dans l'analyse des données par la suite. Donc, une fois qu'on a obtenu ces lectures, aujourd'hui, on séquence couramment plusieurs dizaines de millions de lectures, voire des centaines si on veut bien comprendre un écosystème. Et ensuite, on va pouvoir suivre deux approches. Une première qui est à travers des génomes de référence pour comprendre quelles sont les espèces qui se trouvent dans l'écosystème, et une autre qui va nous permettre de construire nos propres catalogues de référence en utilisant notamment les lectures elles-mêmes par des assemblages. Donc, on obtient des contigs, on appelle ça des contigs, et ensuite, une fois qu'on a identifié les contigs, on va essayer de trouver là-dedans quels sont les gènes, les séquences codantes, extraire cette partie de la séquence codante et ensuite construire des catalogues de gènes plus importants. Une fois qu'on est sur l'espace des catalogues de gènes, on enlève la redondance, puisque sinon on va se retrouver avec un nombre de gènes extrêmement large. Donc, une fois qu'on enlève cette redondance, ensuite on peut annoter, estimer les fonctions que ces gènes sont capables de faire et les annoter. Et ensuite, une fois que le catalogue il est construit, on va prendre toutes les lectures de notre échantillon, on va les mapper. Et ensuite, pour chaque paire de bases, dans ce génome de référence, on va avoir un overlap du nombre de lectures, ce qui va nous donner un profil d'abondance. On peut penser que le profil d'abondance dans une espèce qui provient d'un brin d'ADN qui a été coupé, multiplié par le nombre de fois qu'on le voit dans les cellules, devrait être une distribution plutôt uniforme. La réalité nous montre que ce n'est pas le cas et qu'on peut obtenir des
profils d'abondance très complexes, comme ceci. Et enfin, on calcule une moyenne de ces abondances et on obtient un chiffre d'abondance pour un génome donné ou pour un gène. Une fois qu'on a ces informations, ces matrices, eh ben, on va continuer à continuer les analyses que Magali va vous présenter par la suite. La deuxième approche, c'est celle de la métagénomique ciblée. Donc, au lieu de séquencer tout le génome de toutes les espèces d'un écosystème, on va extraire l'ADN de ces régions du gène CES. Et le choix de ces régions, bien évidemment, va avoir une importance cruciale dans le reste des analyses et surtout des méta-analyses d'une étude à une autre. Et ensuite, on va séquencer avec la même approche shotgun ces bouts d'ADN qu'on va multiplier aussi entre-temps en introduisant encore de la variabilité. Et à la fin, on obtient, selon les pipelines d'analyse bioinformatique, ce qu'on appelle les unités taxonomiques opérationnelles ou OTU, lesquelles on peut aussi les annoter, mais à un niveau beaucoup moins résolutif pour obtenir des profils taxonomiques et faire des analyses. Et donc, cette illustration nous montre en fait que la plupart des gens suivent ce chemin de la métagénomique ciblée parce qu'elle coûte moins cher, parce qu'elle était plus à la mode. Et il y a très peu de laboratoires qui suivent ce chemin qui est plus compliqué de la métagénomique non ciblée shotgun. Alors, il y a de plus en plus de gens qui commencent à changer de voie et monter la pente de la même manière. Nous allons regarder au laboratoire ces analyses, ces données CES. On s'est aussi aperçu assez vite qu'elles ont des limites, notamment des effets de batch très importants sur des populations qui étaient très proches d'un point de vue phénotypique recrutées dans les mêmes services. Alors, ces catalogues de gènes de référence ont évolué, bien évidemment, depuis l'apparition du premier catalogue qui a fait la une de Nature en 2010. Nous sommes aujourd'hui, pendant très longtemps, on était resté sur un catalogue de 10 millions de gènes développés dans le cadre du même projet, Métaït. Mais aujourd'hui, ça explose davantage. Par exemple, le catalogue UHGP compte plus de 170 millions de protéines, ce qui fait en fait un goulot d'étranglement computationnel très important. Vous voyez ici un certain nombre de nos collègues à l'INRAE qui ont contribué à ces analyses. Alors, comment on peut réduire la dimension de ces catalogues non redondants? Donc, souvenez-vous, on a enlevé la redondance parce que sinon, ce ne serait pas utilisable. Et malgré ça, nous sommes dans des dimensions de 10 millions de gènes. Eh ben, il y a plusieurs approches qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a tout un domaine qui s'appelle le domaine de binning ou du clustering ou du regroupement de gènes dans des espèces métagénomiques, qui ne sont pas des espèces complètes. Ici, je vais vous introduire le concept très rapidement sur un travail que nous avons publié en 2014 avec Mathieu. Et donc, l'idée ici étant que chaque cellule contient son génome qui est circulaire. Bien évidemment, il peut y avoir des gènes dupliqués dans le génome, etc. Mais faisons simple, en insérant, on les coupe, on les fragmente, on perd la couleur, on ne l'a plus. Et donc, on se retrouve avec des tas de séquences qu'on séquence. Ensuite, on estime leur abondance, comme je vous ai montré. Et pour chaque échantillon, chaque écosystème, donc, nous avons une certaine abondance pour chacun de ces gènes. Pour un autre échantillon, on va avoir une autre abondance. Par exemple, ici, en mauve, c'est à 0. Et là, pour celui-là, on est à 4, et ainsi de suite. Donc, on va avoir un profil d'abondance sur une population d'individus suffisamment grande. Et on fait la même chose pour chacun des gènes du catalogue que nous avons construit. Et on va se retrouver avec des profils qui se ressemblent. En appliquant des techniques de clustering sur ce profil-là, on arrive à obtenir des petits sacs de gènes qu'on appelle des espèces métagénomiques.
Ici, vous voyez un exemple d'une espèce métagénomique, un métagénomique species, c'est le CAG 00208, qui contient plus de 1400 gènes, pardon, 3400 gènes dans ce cas-là. Et ce qu'on voit ici, c'est que chaque colonne est un individu dans une très grande étude qui s'appelle Métacardis, qui a été coordonnée par Karine Clément. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chaque ligne ici est un gène. Et donc, l'abondance de ces gènes colorés par une couleur montre en fait que pour cet échantillon, tous ces gènes du même MG sont à peu près la même couleur. Pour celui-ci, en jaune, ils ont la même couleur. Donc, ça regroupe bien la coloration. Donc, en faisant une moyenne de tous ces gènes, on obtient une valeur par espèce. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à diminuer la taille de ce catalogue et ensuite, on peut faire beaucoup d'analyses plus poussées. Magali va vous en parler. Ici, sur ce slide, je veux juste vous montrer que lors de notre première approche, étude en 2014, nous avons identifié environ 700 espèces métagénomiques, que quand on les a annotées dans l'arbre de la vie, on a retrouvé des clades entières, des branches qui étaient complètement inconnues. Et ces catalogues incomplets, ces espèces incomplètes ont été publiés dans les CBI et se retrouvent aujourd'hui couramment dans les analyses d'annotation phylogénétique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans une analyse de coprésence, on voit des MGS grandes qui sont associées avec des petites MGS, qui sont souvent des plasmides, des gènes de virulence, etc. Donc, on peut rentrer plus dans la compréhension de l'écosystème en les analysant. Donc, une fois qu'on a ces gènes, on peut aussi inférer la capacité fonctionnelle de ces gènes. Donc, on ne va pas calculer l'expression des gènes, puisqu'on se retrouve sur les génomes, mais on va calculer une certaine capacité fonctionnelle qu'ils peuvent avoir. Et cette abondance potentielle fonctionnelle, on peut la mettre ensuite en relation avec des phénotypes cliniques. Alors, il y a plusieurs approches qui permettent de faire cela. Chacune dit qu'ils sont les meilleurs. Là, par exemple, ici, on voit MOCAT de MBL, on voit en face Human des Américains qui se comparent et puis augmentent en performance. Les deux, et ceux que je ne cite pas ici, ont un gros problème, celui des bases de référence. Il y en a beaucoup des bases de référence fonctionnelles, et GNOC, par exemple, ici, regroupe 18 de ces bases ensemble. C'est pour ça qu'on voit qu'elle annote la plupart des gènes du catalogue de 10 millions de gènes, mais on voit d'autres bases de référence qui sont plus spécifiques, hein, comme les gènes des résistances aux antibiotiques, etc. Dans chacune de ces bases, on va ensuite générer de la donnée, des matrices de données qu'il va falloir ensuite analyser. Donc, vous voyez bien que la complexité et le nombre de tables avec lesquelles on va se retrouver à la fin va être très grand assez vite. En 2016, nous avons publié une méthode qui permet d'inférer des écosystèmes bactériens à partir des données de métagénomique. C'était un travail avec Séverine, Natalia et Jean Danier. Ici, ce qu'on voit dans ce réseau, c'est des MGS, des espèces métagénomiques, qui sont coloriées par leur appartenance taxonomique. On voit apparaître ici des groupes, des modules avec des couleurs qui se ressemblent, parce qu'en fait, ce sont des espèces qui se ressemblent d'un point de vue génomique. Elles partagent les mêmes niches fonctionnelles. Comment elles ont été calculées, les liens entre elles? C'est des liens de coprésence, c'est-à-dire qu'on voit ces espèces souvent ensemble, ces MGS, dans un nombre suffisamment large d'individus. On se retrouve avec plusieurs milliers d'espèces, alors qu'on a très peu d'échantillons. Inférer de tels réseaux, c'est donc une tâche complexe. Et l'approche que nous avons identifiée ou proposée ici, c'est de construire de petits sous-réseaux guidés par une information de proximité des variables, mais suffisamment nombreuses qui vont ensuite permettre, quand on les met
les unes au-dessus des autres, d'inférer un grand réseau comme celui-ci, ce qui rend l'approche d'inférence plus généralisable et que ça ne fit moins les données sur lesquelles elle a été apprise. On appelle ça donc l'overfitting. Alors, vous verrez ici, nous avons deux échantillons. Le premier, c'est un échantillon de la cohorte métaïte. C'est un échantillon qui est en bonne santé, provenant d'un individu qui est en bonne santé. Le deuxième, c'est une maladie de Crohn, donc un échantillon provenant d'un patient souffrant de la maladie de Crohn. Chaque point ici dans cette image, c'est un gène, des 10 millions de gènes. Ils sont ordonnés comme ça, de gauche à droite, de haut en bas, selon l'assignation taxonomique des échantillons, des gènes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de ces gènes qui est connue, donc on arrive à la mettre dans des sacs de gènes, dans des espèces, et qu'il y a une très grande partie qui ne l'est pas. Ça, c'est sur le catalogue de 10 millions de gènes. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, on a beaucoup moins de gènes que là, et que les couleurs sont plus jaunes, plus rouges. Ceci vient du fait qu'on a plus de rides à distribuer sur moins de gènes. Donc, ce sont des problèmes dont Magali va vous parler par la suite. Ici, nous voyons d'autres manières de représenter l'information que nous avons sur les MGS. Et cette manière de visualiser nous a permis de voir beaucoup de patterns intéressants, comme par exemple ici, chez un patient ayant été opéré par une chirurgie bariatrique, quelqu'un qui souffrait d'une obésité massive. Ce qu'on voit ici, c'est que ces espèces présentes, elles ne changent pas beaucoup tout de suite après la chirurgie, mais par contre, à 12 mois, on voit apparaître des écosystèmes, des sous-écosystèmes entiers, et que le nombre d'espèces présentes augmente. Bien évidemment, pour traiter toutes ces données, il faut de la puissance de calcul. Donc, il est important d'avoir accès à ceci, mais aussi des algorithmes intelligents. Nous avons fait face à des problèmes computationnels assez rapidement dans le lancement de ces calculs et qu'on a pu ensuite contourner par un développement intelligent des algorithmes en traitant par exemple chaque lecture comme un objet et avec des approches de calcul parallèles qui peuvent être scalables à l'infini si les ressources le permettent. Je vais laisser la parole maintenant à Magali qui va nous parler donc des concepts de l'analyse des données. Vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bah, merci à tous. Merci beaucoup, Eddy, pour ce super topo sur la partie bioinformatique. Donc, moi, je suis Magali Berland. Je travaille à Metagénopolis, INRAE, Jouy-en-Josas. Et donc, je vais vous parler plus de la partie analyse statistique des données du microbiome. Alors, dans mon topo, je vais principalement parler de métagénomique, parce que c'est le type de données qu'on manipule le plus, avec lequel je connais mieux. Mais en fait, les spécificités statistiques de ces données, c'est des spécificités qu'on retrouve pour toutes ce qu'on appelle les multiomiques. Donc, que ce soit la métagénomique, où on étudie le contenu en gènes, et comme Eddy l'a très bien expliqué, on peut faire soit du séquençage 16S, on a accès à l'information de qui est là, mais c'est relativement limité, soit on fait du séquençage shotgun, et on a une information beaucoup plus riche et on peut par exemple faire une inférence sur le potentiel fonctionnel. Mais dans la grande famille des multiomiques, il y a aussi la métatranscriptomique qui consiste à séquencer les ARN pour savoir ce que font précisément ce que les bactéries sont en train de faire. La métaprotéomique, où avec des méthodes de spectrométrie de masse, on peut savoir quels sont les peptides présents. Ensuite, on peut inférer quelles sont les protéines potentiellement présentes sur la base des peptides présentes et du coup savoir quelles sont les protéines qui opèrent vraiment dans le système. Et enfin, la métabolomique, où avec des techniques de MRN, on arrive à savoir quels sont les
les empreintes chimiques laissées par les processus cellulaires. Donc, avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Déjà, en premier, on se pose la question, quelle est la composition taxonomique et fonctionnelle? Donc, par exemple, avec le catalogue de 10 millions de gènes dont Eddy vous a parlé, on peut le clusteriser en espèces métagénomiques et donc savoir quelles sont les espèces en présence, et sur les espèces en présence, quelles sont celles dont on connaît la notation, celles dont on ne connaît pas la notation, et ça peut déjà nous informer sur le statut d'un individu. Et ensuite, ces gènes du catalogue, donc on peut avoir différentes annotations fonctionnelles, par exemple avec des modules KEGG, mais on a aussi des modules qui sont spécifiques pour le microbiote intestinal, donc les gut metabolic modules, ou les gut brain modules, qui sont des modules spécifiques pour l'axe intestin-cerveau. Et cette information sur les modules peut aussi permettre de savoir quel potentiel fonctionnel est plus abondant chez les individus en fonction, par exemple, de leur statut clinique. Ensuite, on peut faire des analyses statistiques de base, donc par exemple, regarder la diversité des échantillons. Donc, il y a ce qu'on appelle l'alpha-diversité, c'est-à-dire un échantillon, est-ce qu'il est composé de beaucoup de bactéries différentes et est-ce que cette composition est équilibrée ou déséquilibrée? Donc, il y a différents types d'indices qui existent pour avoir différentes vues sur la diversité de ces échantillons. Il y a ensuite ce qu'on appelle la bêta-diversité. Donc, la bêta-diversité, c'est comparer un échantillon aux autres. Donc, par exemple, si on fait une étude longitudinale et qu'on a des individus qui ont été séquencés à un certain point de temps et puis d'autres un peu plus tard, on peut voir comment se regroupent les individus. Est-ce que ceux qui ont été séquencés à un certain point de temps, par exemple avant la prise d'un traitement, sont plus proches entre eux que les autres? Et enfin, ce qu'on appelle la gamma-diversité, c'est la diversité au sein d'un écosystème au sens large. Et enfin, avec toutes ces données, donc les données cliniques, savoir qui est sain, qui est malade, des données éventuellement nutritionnelles, des données sur le style de vie, des données sur l'humeur ou différentes choses. Les données sur l'abondance des espèces métagénomiques en présence, sur l'abondance des modules métaboliques en présence et éventuellement d'autres omiques qui ont pu être mesurés dans une étude donnée. On va essayer de faire ce qu'on appelle une analyse d'intégration, c'est-à-dire essayer d'intégrer ces différents jeux de données et d'en faire du sens. Pour identifier les changements dans le microbiote intestinal, par exemple les différences en fonction des stratifications des individus, faire des analyses de corrélation pour trouver finalement quelles sont les données cliniques qui sont corrélées avec l'abondance de certaines espèces métagénomiques, avec l'abondance de certains modules métaboliques ou ce genre de choses, faire de l'inférence de réseau, ou pour pouvoir identifier les guildes et donc les espèces métagénomiques qui fonctionnent ensemble, ou faire de la modélisation pour faire de la sélection de variables, ou faire un modèle prédictif pour, par exemple, prédire qui va faire une rechute, qui va faire une rémission sur les maladies du type maladie de Crohn. Donc, pour faire tout ça, on va devoir utiliser des modèles statistiques et donc prendre en compte le fait que ces données, les données omiques au sens large, ont un certain nombre de spécificités qui font que toutes les méthodes ne sont pas applicables et parfois, c'est encore un champ de recherche actif, il n'y a pas forcément de solution miracle pour résoudre tous les problèmes que nous pose ce type de données. Alors, un premier problème de ces données, c'est que c'est des données qui sont sparses, c'est-à-dire des données qui contiennent beaucoup de zéros. Ça, c'est un peu structurel, c'est lié au fait que les catalogues sont très grands. Et du coup, forcément, il y a tout un tas de zéros dans les matrices. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple simple avec 4 échantillons, avec différentes espèces réparties dans les différents échantillons. Donc, en moyenne, dans nos matrices, on a entre 65% et jusqu'à 95% de zéros. Et donc, ça peut être soit des zéros structurels, c'est-à-dire des combinaisons impossibles. Par exemple, là, dans l'échantillon 2, il y a juste des bactéries vertes et des bactéries violettes, parce que c'est un individu qui est malade et structurellement, c'est impossible que les autres bactéries puissent pousser dans son microbiote. Mais il y a aussi des zéros, ce qu'on appelle les zéros informationnels, c'est-à-dire qui dépendent de la profondeur des séquençages. Là, par exemple, dans l'échantillon 4, je compte 0 bactéries violettes.
Et en fait, c'est juste parce qu'on n'avait pas une profondeur de séquençage suffisante, parce que en fait, la bactérie violette était en sous-dominance et on aurait pu la voir si on avait séquencé plus. Et il n'y a pas de moyen en fait de savoir quels sont les zéros informationnels des zéros structurels. Et ça va poser un problème dans un certain nombre de modèles statistiques qu'on peut avoir envie d'utiliser. Donc, une deuxième spécificité de ces données, c'est que le nombre de reads varie entre les échantillons. Et ça, c'est purement un biais technique. C'est parce que les séquenceurs d'ADN ne fournissent pas forcément une distribution homogène des reads métagénomiques. Et donc là, par exemple, on séquence nos échantillons et on a beaucoup plus de reads sur l'échantillon 2 que sur l'échantillon 1 et l'échantillon 3. Et en fait, si on ne fait rien, on va trouver du coup dans l'échantillon 2 plus de gènes, plus d'espèces métagénomiques. Et on pourrait conclure à tort que quand même cet échantillon, c'est quelqu'un qui doit être par exemple en bonne santé parce qu'on trouve beaucoup plus d'espèces, alors qu'en fait, c'est simplement que le séquenceur a produit plus de reads. L'avantage, c'est que, ça c'est une étude qu'Emmanuel Le Châtelier a faite, on a une correspondance directe entre le nombre de gènes qui sont détectés et le nombre d'espèces métagénomiques, et donc à différentes profondeurs de séquençage, on a une corrélation linéaire. Et donc, il y a différentes manières de prendre en compte ces différences de profondeur de séquençage qui peuvent être plus ou moins satisfaisantes du point de vue statistique, mais si on fait du downsizing, on met tout le monde au même niveau, mais du coup, on perd un peu de précision, ou alors on peut ne pas toucher les données et prendre en compte le fait qu'il y a des différences de profondeur de séquençage dans certains modèles statistiques qui permettent de prendre en compte cette information comme une covariable, par exemple. Mais enfin, voilà, c'est une information d'une manière ou d'une autre, il faut la prendre en compte, sinon les conclusions qu'on va tirer sont erronées. Ensuite, généralement, avec ce type de données, on a un problème d'hétérocédasticité des variances. C'est un mot un peu barbare, mais pour dire que en fait, la variance, elle va dépendre, par exemple, de l'abondance. Là, on a cet exemple sur ce graphique où finalement, les espèces qui sont peu abondantes ont une variance assez faible, alors que les espèces ici qui sont très abondantes ont une variance assez forte. Et ça nous embête beaucoup du point de vue statistique parce qu'il y a tout un tas de modèles en fait, qui reposent sur l'hypothèse d'homocédasticité de la variance, c'est-à-dire que la variance est la même, quels que soient les autres paramètres du modèle. Et donc, pour corriger ce problème, on peut par exemple faire des transformations des données. Alors typiquement, la transformation log, c'est une transformation qui ne marche pas trop mal. Donc là, par exemple, avec une transformation log, on a un peu corrigé le problème, mais on ne l'a pas complètement corrigé à 100% non plus. Donc voilà, c'est une caractéristique qu'il faut faire attention aux hypothèses sous-jacentes des modèles qui sont utilisés. Ensuite, on a des données qui ne suivent pas une distribution normale. Alors ça, c'est lié au fait que si on mesure les abondances des données métagénomiques, par exemple, les abondances ne peuvent pas être négatives, que la matrice est très sparse, donc avec beaucoup de zéros. Et en fait, c'est même pas que ça suit une autre distribution qui n'est pas la distribution normale, c'est que en fonction de l'abondance de l'espèce, il y a différents types de distributions qui coexistent dans le microbiote intestinal. Donc ça, c'est une illustration dans un article de Léo Latti dans Nature Communication en 2014. Et du coup, il montre que sur différentes espèces, en fonction de leur abondance, on va avoir différents profils de distribution qu'il a classifiés comme des distributions donc plutôt qui ressemblent à plutôt normales ou alors plutôt biaisées à droite, biaisées à gauche ou bimodales. Et donc, pour essayer de se ramener à des choses qu'on connaît un peu plus et utiliser des modèles un peu plus génériques, on peut faire des transformations. Donc, notamment, par exemple, si on fait une transformation log, là, c'est une espèce dominante, on fait une transformation log et on a quelque chose qui ressemble à peu près à une loi normale, mais ce n'est pas quelque chose qui va marcher chez toutes les espèces. Et là, notamment, on a une espèce sous-dominante. Et après transformation log, on n'a pas du tout quelque chose qui s'est rapproché de la loi normale. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les données métagénomiques sont compositionnelles. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas accès à la quantité de bactéries qu'il y a à la base dans l'échantillon. Là, si on prend un exemple tout simple, où au début, avant de prendre un traitement, donc on a la bactérie A, la bactérie B,
Ensuite, la personne prend un traitement, ce qui va considérablement réduire la quantité de la bactérie B, mais pas faire bouger la bactérie A. Et ensuite, 2 semaines après le traitement, la bactérie A a augmenté et B a un petit peu augmenté. Du coup, en fait, comme on a accès à des proportions, on a l'impression que la situation 2 et la situation 3 sont strictement identiques, et donc le traitement en question a en fait augmenté la quantité de bactéries A et diminué la quantité de bactéries B. Donc ça, c'est le type de biais auquel on peut être sujet quand on analyse les données du microbiome, parce que du coup, vu qu'on n'a accès qu'à des proportions et pas aux données en valeur absolue, ça peut mener à des corrélations qui sont fausses ou à plus de faux positifs. Donc, il y a un certain nombre de cadres statistiques qui ont été définis pour faire des transformations, notamment des transformations log ratio, pour essayer de prendre en compte cette compositionnalité des données, avec leurs avantages et leurs inconvénients que je n'aurai pas le temps de détailler ici. Mais voilà, c'est un champ de recherche actif pour essayer de corriger ces biais analytiques. Et enfin, le microbiome a une structure de dépendance qui est très complexe. Et ça aussi, en statistique, c'est quelque chose qui nous embête un peu parce qu'il y a tout un tas de méthodes qui font des hypothèses d'indépendance entre les variables. Et en fait, c'est pas du tout le cas parce qu'on part à la base de millions de gènes, donc qui sont clusterisés en espèces métagénomiques. Mais du coup, déjà, l'objet espèce métagénomique dépend d'une structuration antérieure qui a été reconstruite. Et ensuite, ces espèces métagénomiques, on peut elles-mêmes les relier, par exemple, en guildes. Mais du coup, voilà, il y a tout ce lien, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment considérer que les variables sont indépendantes. Et la plupart du temps, on a beaucoup plus de variables que d'observations. C'est-à-dire qu'on a des matrices qui sont rectangulaires, en gros. Donc, pour résumer cette section, en métagénomique, on a des données qui sont sparses. On a une différence de nombre de rides entre les échantillons qu'il faut prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Il faut stabiliser la variance. On a des données qui ne suivent pas une distribution normale, donc il faut soit choisir des modèles qui ne font pas d'hypothèse de normalité, soit choisir d'autres modèles qui peuvent être adaptés en fonction des données. On a un problème de compositionnalité et une structure des dépendances complexes, plus de variables que d'observations, et du coup des hypothèses d'indépendance des variables qui ne sont pas forcément réunies. Ensuite, je vais vous parler donc des méthodes de machine learning qu'on peut appliquer pour faire l'analyse du microbiome. Donc, ce qu'on appelle machine learning, un peu au sens large, c'est toutes les méthodes, algorithmes et procédures mathématiques qui permettent d'analyser et de structurer les données. Donc, l'avantage, c'est que c'est l'ordinateur, en fait, qui va établir les règles de classification des données. C'est assez flexible, parce que ça permet de faire de l'inférence sur des nouvelles données et de faire des prédictions. Par contre, ça peut être difficile à interpréter parfois. En gros, il y a 3 types de méthodes de machine learning. Il y a ce qui s'appelle l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est tout ce qui va être clustering. Là, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de label et on va essayer de demander à des algorithmes de trouver des groupes qui font du sens. Ensuite, il y a tout ce qui est apprentissage supervisé, où là, on a des données étiquetées. Par exemple, on sait qui est malade et qui est en bonne santé. Et on a envie de faire une prédiction. Et enfin, il y a tout ce qui s'appelle donc l'apprentissage par renforcement, où ça, c'est un système d'auto-apprentissage qui permet, par exemple, c'est le type d'algorithme qui est utilisé dans les méthodes de type AlphaGo qui ont permis de gagner des situations de jeu de Go face à des joueurs. Donc voilà, c'est ce type d'algorithme qui est mis en place ici. Alors, l'apprentissage non supervisé, donc à la base, on a donc des données qui sont non étiquetées. Donc, par exemple, ici, j'ai des images de chats et de chiens.
Et on va demander un algorithme. Donc là, j'ai mis différents algorithmes qui existent, des K-means, une analyse en composantes principales, du positionnement multidimensionnel, ce genre de choses, de faire des groupes de similarité. Et on l'espère, essayer de regrouper avec quelque chose qui fasse un sens, par exemple, regrouper les chats ensemble et les chiens ensemble. Et donc, ce type de méthode permet d'identifier des groupes similaires, donc de faire du clustering, de faire de la détection d'anomalies pour identifier des données qui sont vraiment très différentes des autres, ou tout simplement pour faire de la réduction de dimension. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que vu qu'on a des milliers de variables, voire plusieurs centaines de milliers de variables, par exemple en métaprotéomique, on a énormément de variables, on est intéressé par tout ce qui nous permet de réduire la dimension et donc de gagner en efficience dans les méthodes qui sont utilisées ensuite. Le principe de la construction d'un modèle d'apprentissage supervisé, donc là, c'est de faire une prédiction, donc de prédire un output, d'avoir dans l'idée au début, on a des données qu'on a préparées, sélectionnées, curées, donc voilà, qui sont dans un format homogène et qui sont de bonne qualité. On sélectionne une méthode d'apprentissage. Donc, il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage qui existent, chacune avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais beaucoup ont des performances relativement similaires, même si elles ont des principes assez différents. On entraîne le modèle pour qu'il puisse essayer de faire ses propres règles et de déterminer les catégories, tout seul les catégories des données. Il y a un certain nombre d'étapes d'optimisation des paramètres. Et ensuite, on peut déployer le modèle, par exemple, pour l'appliquer sur de nouvelles données et donc faire une prédiction de nouveaux patients, du statut clinique de nouveaux patients, par exemple. Et enfin, il y a tout ce qui est deep learning. Alors, deep learning, c'est une sous-méthode en fait d'apprentissage supervisé, où on va faire reposer l'apprentissage sur une structure un peu complexe qui s'appelle un réseau de neurones artificiels, ou ça s'appelle réseau de neurones artificiels parce qu'à la base, l'idée, c'est que ça ressemble un peu à un neurone réel, mais ça ressemble quand même de manière assez éloignée, quoi. Je ne sais pas s'il y a des neurologues dans la salle, mais voilà, c'est quand même assez schématique. En gros, un neurone, il reçoit une information et au niveau de ses dendrites, et il va décider s'il y a suffisamment de signal chimique pour faire passer l'information dans l'axon jusqu'au synapse pour, à son tour, déployer des molécules qui vont aller titiller le neurone suivant. Et en fait, c'est à peu près ça qui est reproduit avec donc des données en entrée, des fonctions de coût là, qui sont appelées W1, W2, W3. Une fonction ici qui va faire composer quelque chose à partir des entrées et produire une sortie. Et donc, le deep learning, c'est à la manière de neurones dans le cerveau, composé de tout un tas de couches, donc avec énormément de calculs de paramètres, ce qui en fait quelque chose d'assez coûteux en termes de temps de calcul et d'assez complexe à paramétrer, mais aussi très flexible et qui donne des résultats assez intéressants. Par exemple, les algorithmes de deep learning sont très utilisés pour tout ce qui est reconnaissance d'images, détection faciale, processing du langage naturel, etc. Là, par exemple, c'est une image qui est donc décodée avec un algorithme de deep learning et qui reconnaît que c'est une femme habillée en blanc qui se tient avec une raquette de tennis et qui a deux personnes dans le background derrière elle. Donc, c'est assez impressionnant. Les limitations, c'est qu'il y a besoin de vraiment beaucoup de données et que si on n'a pas assez de données, ça peut faire de l'overfitting. Voilà, mais les résultats sont assez bluffants. Une des limitations à prendre en compte, c'est que l'ordinateur n'est pas pour autant, l'algorithme n'est pas pour autant intelligent au sens humain du terme. Je vais prendre pour exemple une classification assez connue qui a tenté de classifier de distinguer des chiens et des loups. Et il y a un certain nombre de photos sur lesquelles ils se trompent, et donc notamment les huskies qui classifient comme des loups alors que c'est des chiens.
Et quand on pose la question à l'algorithme, quel pixel as-tu utilisé pour définir que c'était un loup? En fait, voilà la réponse. En fait, il utilise surtout l'information qu'il y a de la neige. Et en fait, il dit, bah, s'il y a de la neige, c'est globalement, c'est des loups. Et donc, voilà, j'ai mis une citation assez connue qui dit la question de poser, se poser la question si l'ordinateur peut penser n'est pas plus intéressante que de se poser la question si un sous-marin sait nager. Voilà, ça reste, la performance de l'algorithme reste limitée à ce qui va être donné en set d'apprentissage. Et donc, pour les données du microbiome, du coup, il y a, ça pose des questions. Les questions sont différentes. La modélisation des images est très connue, alors que, au contraire, les données du microbiome sont pas très connues. Pour les images, on a énormément de jeux de données disponibles, comme la base de données ImageNet qui contient plus de 14 millions d'images. Alors que pour les données du microbiome, on a moins de données disponibles, elles sont plus hétérogènes. Et enfin, il y a une question aussi sur la nature de la question. Pour décoder une image, les humains peuvent répondre à la question, alors que pour les données du microbiome, il n'y a pas d'humain qui peut répondre à la question. En fait, c'est des choses qui sont encore non explorées. Mais il y a quand même tout un tas de gens qui s'intéressent au deep learning appliqué aux données du microbiome, notamment dans l'équipe d'ETI, il va vous en parler tout à l'heure. Et du coup, je vais faire un petit mot sur quelques applications donc, du machine learning sur les données du microbiome. Donc, pour tout ce qui est non supervisé, ça va être en premier la détermination d'entérotypes. Donc, l'identification en gros de structures un peu générales et de voir comment les individus se situent les uns par rapport aux autres en fonction, par exemple, de leur genre dominant. Avec la limitation qui est que quand on a envie de voir une structure, là, c'est exactement les mêmes points colorés avec des ellipses et les mêmes points sans ellipses. Voilà, on peut être tenté de voir des structures là où il y en a pas forcément. Mais c'est quand même des approches qui permettent d'identifier des groupes et d'avoir une sorte de vision un peu plus schématique de l'organisation microbienne. Il y a tout ce qui est inférence de réseau. Avec là du coup un travail méthodologique qui a été fait chez nous par une postdoc qui s'appelait Raphaël Maumal et qui maintenant on a une autre postdoc, Camille Champion, qui a pris la suite. L'idée, c'est à partir des données d'abondance d'espèces métagénomiques, comme l'a expliqué Eddy tout à l'heure, d'identifier les espèces qui sont liées entre elles, qui sont coabondantes, d'identifier des guildes. Et en fait, à partir de ces guildes, ensuite, on peut regarder quelles sont les espèces qui sont connectées les unes aux autres. Et on peut même aller rechercher une espèce précise et aller voir quelles sont les espèces qui sont vraiment bien associées à cette espèce. Et donc potentiellement faire des inférences sur les espèces qui peuvent peut-être avec lesquelles on peut faire de la coculture ou qui peuvent avoir des fonctionnalités communes, des intérêts communs. C'est notamment les types de projets sur lesquels on est en discussion avec Emmanuel Le Chatelier et avec Jean-Marc Chatel, par exemple, autour de la bactérie Faecalibacterium prosnitzii, pour essayer de trouver quels sont les compagnons de ce type de bactéries. Et enfin, donc la réduction de dimension, c'est une application concrète de ces méthodes d'apprentissage non supervisées, où on peut passer donc de 10 millions de gènes à 2000 variables si on regarde les espèces métagénomiques, ou quelques dizaines si on regarde les abondances des guildes. Pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, je ne vais pas passer très longtemps parce que Eddy va présenter une méthode qu'il a développée dans ce sujet. Là, j'ai juste mis un papier qui fait référence sur le sujet. C'est l'étude de Passoli qui est sortie en 2016, où il a pris un certain nombre de jeux de données différents et il a testé différents algorithmes pour essayer de faire la prédiction. Et voilà, globalement, on arrive bien à prédire pour certaines pathologies, sur les jeux de données qu'il a pris, notamment le cancer colorectal ou la cirrhose du foie, alors qu'il y avait d'autres jeux de données comme les jeux de données avec des personnes obèses qui étaient beaucoup plus difficiles à prédire.
Donc voilà, les outils les plus classiquement utilisés, c'est R, Python et différents frameworks autour de R et Python pour permettre de faire des modèles de prédiction. Et enfin, ça c'est une illustration rapide sur des méthodes de deep learning appliquées aux données du microbiome pour essayer d'améliorer la performance. Donc toujours sur ce même jeu de données, le jeu de données de Passoli, à partir d'un algorithme qui s'appelle Deep Micro et qui va donc faire un apprentissage de deep learning. Et donc, ce que montre cet article, c'est que c'est un champ de recherche actif avec beaucoup d'équipes qui essayent de tirer quelque chose de ces données. Mais globalement, là, sur cette étude, on voit que dans certains cas, c'est un peu mieux que l'état de l'art. L'état de l'art, c'est le vert. Dans certains cas, c'est un peu mieux. Dans certains cas, c'est un peu moins bien. Et que globalement, même quand c'est mieux, c'est pas vraiment beaucoup mieux. Donc, ça reste quelque chose d'encore un problème encore difficile d'appliquer les méthodes de deep learning aux données du microbiome. Et enfin, juste un mot sur les algorithmes de renforcement. C'est aussi un champ qui commence vraiment à émerger. Il n'y a pas encore une littérature très abondante, mais j'ai trouvé un article récent qui parle donc de méthodes qui utilisent des algorithmes de renforcement pour générer en fait des données artificielles qui ressemblent beaucoup aux données réelles, et qui utilisent la combinaison des données réelles et des données simulées pour en fait augmenter le jeu de données d'apprentissage pour leur modèle. Et donc, ça leur permet d'améliorer un peu leur performance. Donc voilà, ça c'est un exemple assez original, j'ai trouvé, du type de choses qu'on peut faire avec des algorithmes. Ça s'appelle les GAN, les Generative Adversarial Networks. Et je rends la parole à Eddy pour la suite. Merci Magali. Alors, ça arrive tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez le bon écran. Eddy, oui, on voit, mais je pense qu'il faut que tu mettes en présentation. Ah, là, on a Oui, je le mets tout de perdu, je suite. pense. Je le mets tout de Ouais. suite. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, Très c'est bien, bon, là. oui, tout à fait. Parfait, merci. Parfait. Merci beaucoup Magali pour cette introduction qui me permet de continuer. Alors, quand on voit cet écosystème bactérien complexe avec ces êtres bizarres qu'on essaie de réfléchir à quoi ça ressemble, l'idée qui nous vient tout simplement, c'est d'essayer de trouver certains d'entre eux que quand on les met en relation, en échange, ils nous permettent de voir s'il y a une imbalance particulière dans l'écosystème. Alors, il y a beaucoup d'articles qui étaient là, donc bien avant le domaine du microbiome avec l'analyse métagénomique, qui décrivait les liens entre les différentes espèces, le type de liens, etc. Il y a une review intéressante de Caroline Faust qui reprend un petit peu ces liens. Et l'idée que nous avons eue avec Jean-Daniel et les autres membres de l'équipe, c'était de voir si on pouvait essayer de modéliser ces interactions dans des langages particuliers qui permettraient de construire des modèles de prédiction simples. Pourquoi on aurait besoin de modèles simples? Je vais vous le dire dans quelques minutes. Mais les différents langages ou liens que nous avons pu imaginer ont donné naissance à trois types de langages, le langage binaire, ternaire et ration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le binaire, on va sélectionner un sous-ensemble de bactéries dans l'écosystème et quand on fait la somme, on les met dans une balance. Si ça passe un certain seuil, eh ben, on va être dans une classe plutôt que dans une autre. Les modèles ternaires, on va avoir deux groupes, deux ensembles de bactéries que quand on les met dans une balance à deux bras, elles vont nous permettre de savoir si on penche plus vers une classe ou vers l'autre. Et le modèle ratio, c'est un peu la même chose que le modèle ternaire, il y a deux groupes. Par contre, on a un bras de levier qui est directement encodé dans le modèle. Alors, ici, vous voyez des équations, par exemple la somme des veyonelles qui ne sont pas classifiées, parce qu'on ne connaît pas l'espèce, mais on sait que ça existe comme groupe, et plus la somme de Clostridium perfringens. Si ça dépasse 18% du microbiome en termes de pourcentage, puisqu'on est dans des données relatives, à ce moment-là, on va être dans la classe malade. Si c'est en dessous, on va être dans la classe healthy, c'est-à-dire chez les contrôles. Donc, on essaye de schématiser ces langages. Vous voyez que parmi toutes les variables qu'il y a dans le microbiome, dans une base de données donnée, on va utiliser que certaines. Et elles vont avoir des valeurs de 1, c'est-à-dire que leur coefficient va être entier. Le reste va avoir des données, des variables à 0. Et ici, on va avoir du 1 d'un côté, du moins 1 dans l'autre, et puis 0 pour tout le reste. Là, c'est la même chose, c'est juste qu'on multiplie par le coefficient. Du coup, ce qu'il y a dans le côté droit, on ne le voit pas très bien parce que c'est 81 fois plus petit. Quand on compare des modèles de l'état de l'art en analyse, donc en machine learning, comme par exemple ici le ElasticNet, on voit que les coefficients, ils varient beaucoup. Donc, il y a beaucoup de paramètres à apprendre pour beaucoup de variables, même s'il y en a moins que dans d'autres algorithmes comme les support vector machines qui sont très utilisés, très performants dans le domaine, enfin dans les autres domaines, pas forcément en métagénomique, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Et ici, vous voyez, on a un des 500 arbres d'une forêt aléatoire qui permet donc de classifier. Donc, vous voyez que le nombre de paramètres sur ces modèles-là, il est complètement, il est très important, ce qui rend l'interprétabilité complexe, entre autres. Et donc, ici, justement, je vais vous parler de overfitting avec une illustration. Donc, nous sommes dans un de ces datasets qui ont été publiés dans Magali a mentionné, c'est la cirrhose. Et donc, chez ces patients, c'est d'ailleurs une étude que nous avons publiée en 2014 avec Emmanuel Douchko et le reste de l'équipe. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que avec très peu de variables, c'est-à-dire une espèce, 2 espèces, 3 espèces, jusqu'à 408 espèces différentes, avec très peu de variables, les méthodes de l'état de l'art, comme ici les forêts aléatoires, ils permettent de classifier très bien les deux groupes de patients, les cirrhotiques et les non-cirrhotiques. Vous voyez ici en rouge, orange, les méthodes BTR, donc binaire, ternaire et ratio que nous avons proposées. Donc, elles sont un petit peu moins bonnes en termes de classification. Mais ça, c'est dans la cohorte d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a utilisé une partie des données pour apprendre le modèle. Maintenant, une fois que le modèle il a appris, c'est-à-dire quelles sont les variables qu'il va utiliser ainsi que les différents poids, on va l'appliquer à un autre dataset, celui donc que nous avons laissé de côté, qui nous sert de base de test. C'est pour voir à quel point ce modèle particulier va généraliser. Enfin, cet algorithme particulier, cet algorithme va généraliser. Et ce qu'on voit ici, c'est que les méthodes de l'état de l'art, elles généralisent moins bien. C'est-à-dire, ils ont des précisions de classification qui sont pas tellement bonnes. Donc, l'écart qu'on voit de là à là, c'est l'écart d'overfitting entre ces différentes approches. Et ce qu'on voit ici, entre autres, c'est que les modèles BTR, leur écart, en fait, il est très faible. Ça veut dire qu'ils ont surappris beaucoup moins que les autres méthodes qui avaient beaucoup plus de paramètres, ce qui est tout à fait logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons cherché des modèles
extrêmement simple pour apprendre le moins de paramètres possible parce qu'on a très peu de données métagénomiques par rapport au nombre de variables que l'on explore. Une fois que ce concept d'overfitting est illustré, on voit ici les mêmes datasets que Magali vous a présentés. Et ce qu'on voit, c'est que les modèles Better, cette fois-ci en généralisation, ils sont souvent aussi bons ou meilleurs parfois que les méthodes de l'état de l'art. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est des étoiles quand sont-elles à la première classe, et quand il y a une étoile dans les deux groupes, c'est qu'en fait, elles sont comparables. Ce qu'on voit aussi dans ce graphe, c'est un pointillé entre le 0,5 et 0,6. Ça montre que quand les classes ne sont pas balancées, c'est-à-dire on a un nombre différent de patients comparé au contrôle, ce qui va se passer, c'est que rien que par hasard, c'est leur ratio qui va nous permettre de classifier par hasard. Donc, leur hasard n'est plus à 0,5, mais va être décalé. Et on voit ici dans le dataset de l'obésité, par exemple, qu'on est entre 0,6 et 0,7, et presque toutes les méthodes en généralisation sont autour de l'hasard. Donc, quand on lit cette figure, ça nous renseigne sur le fait qu'en fait, l'obésité, au niveau d'obésité que l'on a utilisé ici, elle n'est pas suffisamment informative d'un point de vue du microbiote intestinal pour apprendre des modèles qui vont classifier mieux que l'hasard. Par contre, si on avait vu cela dans la base d'entraînement, bien évidemment, on serait à 100%, voire pas loin en classification. Ce qu'on a vu aussi dans cette étude qu'on a publiée en 2020, c'est que selon qu'on se place à un niveau de spécificité phylogénétique différente, qu'on en remonte donc l'arbre phylogénétique et on diminue en spécificité, ce qu'on observe, c'est que la précision, elle diminue aussi, mais légèrement. Au niveau du genre de la famille, dans ce dataset particulier, on est très comparable au niveau des espèces, hein, si on était placé au niveau des espèces. Le whole taxonomy, c'est en fait un mélange de ces différents niveaux de spécificité, et les marqueurs, ce sont des gènes marqueurs des espèces encore plus spécifiques. Si on utilise une autre base de données où le signal il est moins fort que chez les cirrhotiques, là, on verrait des performances qui vont se courber plus rapidement que dans ce cas-là. Et une autre information importante ici, c'est que là, vous voyez, le modèle binaire, ternaire et ratio, ils utilisent que 3 espèces, 4 espèces, 2 espèces, sachant que les modèles de l'état de l'art, ils utilisent beaucoup plus. Là, on a mis un maximum de 1000, puisqu'il y avait beaucoup. Pour la taxonomie, on remonte à 1200, etc. Ce qui rend en fait ces modèles Better beaucoup plus interprétables. Il y a eu une autre étude après cette publication de 2014 qui a introduit, donc une étude américaine, le score de la dysbiose chez les cirrhotiques. Et en fait, ils se sont basés, les auteurs, sur la littérature pour voir quelles sont les variables les plus reconnues comme étant enrichies chez les cirrhotiques. Ils ont construit ce score d'abondance, le CDR. Et nous avons essayé donc de le recalculer dans nos données. Ce qu'on obtient, ce sont des modèles qui sont pas très performants. Et en fait, parce que eux, ils mettaient une de ces familles dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ils mettaient enrichi chez les patients plutôt que chez les contrôles. Quand on demande à Prédomix, à cette approche que nous avons publiée, de retrouver ces scores, eh ben, elle se débrouille, elle nous trouve donc au niveau famille ce modèle-là qui devient très spécifique comparé aux autres. Et enfin, on peut regarder pour chacune de ces variables quelle est l'abondance de cette espèce dans une classe ou dans l'autre, calculée avec des tests statistiques, si elle est enrichie ou pas. On peut regarder aussi la prévalence, c'est-à-dire cette espèce, elle est très prévalente dans 100% donc de la cohorte. Par contre, celle-ci, elle n'est pas très prévalente chez les gens en bonne santé en rouge ici, mais elle est très
elle est, on va dire, à 50% prévalente chez les cirrhotiques en bleu. C'est une illustration et cette figure nous montre que nous l'avons testé, donc cette approche, dans 56 datasets différents, à des niveaux taxonomiques différents, dans des maladies différentes, dans des données de présence, absence et aussi d'abondance. Et ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des données, en fait, les modèles BTR sont aussi performants que les SOTA, les méthodes de l'état de l'art, avec une précision, enfin une interprétabilité beaucoup plus importante parce qu'on a beaucoup moins de variables. Et donc, à la fin, quand on lance ce genre d'analyse, on n'obtient pas un seul modèle, on obtient beaucoup de modèles, des familles de modèles. Et cette famille de modèles, elle est représentée ici dans cette slide. Ce qu'on voit, ça, ici dans les colonnes, c'est un modèle. La deuxième colonne, c'est un autre modèle. Et donc, quand la variable donnée, elle est utilisée avec un bleu, c'est-à-dire que le coefficient a été -1, donc c'est d'un côté de la balance, et quand c'est en rouge, ça a été dans l'autre. Donc, ce premier modèle, il n'y a que ces deux variables qui ont été utilisées. Donc, on peut décortiquer comme ça l'utilisation des variables, de toutes les variables du microbiome, dans cette tâche d'apprentissage, ce qui nous permet ensuite de recueillir des données de prédictivité, de prédiction, de capacité prédictive, avec lesquelles on peut construire même des réseaux de liens d'importance entre les variables prédictives. Donc, on peut disséquer vraiment la tâche prédictive dans un contexte donné, dans une tâche donnée. On peut aussi calculer l'importance des variables, c'est-à-dire combien chacune de ces variables va apporter dans cette capacité prédictive. Et on voit ici que Bayonnet Line Classified, elle est très performante, peu importe le langage, elle est très importante dans la prédiction. Et quand on compare cette valeur d'importance calculée avec les modèles BTR et avec une approche qui est connue pour faire ça, les forêts aléatoires, on voit qu'en fait, l'importance des variables, elle est très corrélée entre les deux. Il y a beaucoup d'étudiants, de postdocs, de collègues qui ont contribué à ce travail. Ce qu'on voit aussi, c'est que trouver toutes les combinaisons des espèces, de deux espèces dans un zoo d'espèces, ou de 3 ou 4, ça couvre en fait un espace d'exploration qui est astronomique. Et pour ça, on utilise des algorithmes qui sont spécifiques à rechercher des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures, mais des solutions optimales. On appelle ça des heuristiques. Il y a plusieurs types d'heuristiques que nous avons implémentés. Et ce qu'on voit ici, c'est la taille de l'espace à explorer. Et là, nous sommes en log 10 à une variable, à deux variables. Donc, vous voyez qu'au-delà de 10, ça devient très complexe en termes de nombre de combinaisons et que l'espace que nous cherchons, elle est limitée dans ces tailles. Et donc, c'est pour ça qu'on s'arrête souvent vers 10 variables et au-delà, nos résultats sont pas très bons parce qu'on cherche pas suffisamment de modèles. Ce qui est très bien parce que ce qu'on cherche, c'est des modèles avec peu d'espèces. Donc, au-delà de la classification dans des groupes, ce que Predomix permet également de faire, c'est de trouver des régressions avec des variables numériques. Par exemple, ici, dans le cadre de la chirurgie bariatrique, nous avons exploré la question de la prédiction de perte de masse grasse ou de IMC après la chirurgie comparée à avant, et que si le microbiome serait capable de prédire cette perte. Et donc, on voit qu'en fait, on arrive à trouver des modèles à partir du microbiome qui permettent de prédire cette perte. Ce travail est toujours en cours avec l'équipe de Nutriomic, mais c'est pour vous montrer un exemple de données numériques. Vous pouvez trouver aussi des régressions de ce type, prédire l'avenir de ce qui va se passer si vous avez suffisamment de données pour entraîner de tels modèles. Alors, ces travaux continuent et notamment, nous sommes en train d'explorer la fonction multiclasse et aussi de mettre en lien
les données microbiome avec d'autres données cliniques. Il y a aujourd'hui un thésard, Fabien, qui commence sur ces aspects. Et bien évidemment, nous continuons à passer des modèles à des tests de diagnostic, notamment en collaboration avec Nutriomic. Enfin, il y a aujourd'hui un package ou une application web qui va permettre d'utiliser cette application de la manière la plus simple possible pour n'importe qui veut tester des données et analyser des données du microbiome. L'application n'est pas encore sortie, mais va être très prochainement. Deux autres approches pour classifier des métagénomes que nous avons explorés au laboratoire. Un avec la thèse de Tanhai. Vous vous souvenez de ces exemples que je vous ai donnés tout à l'heure avec ces images où chaque pixel est un gène. Et au vu donc de la performance des algorithmes d'apprentissage profond que Magali a mentionné tout à l'heure, une idée toute simple, c'était de partir de ces visualisations et de voir si elles seraient capables de classifier les patients. Et en fait, la réponse est oui, elles sont capables et parfois elles font même mieux que les méthodes de l'état de l'art. MetaML ici, c'était une des approches prises par l'équipe de Pasoli dans leur papier. Ce qu'on a observé en faisant ça, c'est que le type de visualisation, bien évidemment, est important. Et que cette approche de remplissage de gauche à droite, de haut en bas, semblait marcher bien, et que quand on intégrait là-dedans l'information phylogénétique, c'est-à-dire qu'on triait les espèces par leur phylogénie, ça donnait des performances qui étaient meilleures, que le type de coloriage ou de binning de l'espace des couleurs changeait aussi, avait une importance, et que en fait, beaucoup d'algorithmes ou de tâches de classification, notamment en images, montrent que le plus qu'on obtient des architectures très profondes, le mieux ça marche. Ici, c'est pas ce qu'on a vu. Nos architectures, fallait qu'elles soient très plates, mais en fait très larges et pas très profondes pour marcher le mieux. Ce travail, il est publié et public, le code aussi. Et enfin, une autre approche que nous avons explorée, c'est de, en fait, sauter toutes les étapes bioinformatiques. La question, c'est est-ce qu'on peut partir directement des séquences pour classifier sans avoir à passer par des catalogues, sachant que le lien avec les catalogues de référence est très important et ça influence les données. Et donc, c'est ce nous avons exploré dans le cadre de la thèse de Maxence, où les données passent dans des réseaux très profonds et se convertissent dans des représentations vectorielles qu'on appelle des embeddings pour obtenir à la fin une représentation des métagénomes et classifier. Et ce qu'on a aussi vu, c'est que ça semble marcher très bien comme approche, tout en sautant donc les catalogues. C'est une approche très explorative pour l'instant et que nous sommes en train d'approfondir dans le cadre d'un projet ANR qui vient d'être financé avec Jeanne d'Arc. Alors, quels sont les messages à prendre? C'est qu'en fait, chaque étape, depuis l'échantillonnage, au stockage, au séquençage, bioinformatique, biostatistique, les références choisies, les modèles d'intelligence artificielle, tout est important et que on se trouve dans un très très grand univers méthodologique où on peut se perdre très facilement et qu'il y a beaucoup de questions qui sont pas encore résolues, même si on s'y applique beaucoup et beaucoup d'autres équipes dans le monde le font. L'interprétabilité est très importante dans le domaine médical pour augmenter la confiance dans les modèles qu'on va avoir. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement complexe et sur lequel on s'implique beaucoup. Les modèles BTR étant très simples et précis, permettent donc ont un potentiel intéressant pour développer des applications cliniques. Et ils peuvent aussi être utilisés pour faire donc de la régression et notamment explorer les signatures en profondeur qui vont nous permettre donc de mieux développer les tests.
Et enfin, la visualisation compte, et c'est, à mon avis, la clé en data science. Il faut qu'on voit les données pour comprendre ce qui ne va pas et ensuite améliorer les approches. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont participé de près ou de loin à ces travaux et j'aimerais remercier tout le monde. Il y en a sûrement qui manquent. Avant de donner la parole à Magali, qui va nous parler de challenges actuels dans l'analyse des données. Et ensuite, on pourra reprendre les questions, les multiples questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci Eddy. C'est bon, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Ok, super. Du coup, pour conclure, je vais passer en revue un peu les challenges actuels pour l'analyse des données du microbiome en ce qui concerne tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Donc, le premier challenge, c'est faire une utilisation correcte des données de machine learning. Il y a un article qui est sorti l'année dernière et qui a fait une review en fait de plus d'une centaine d'articles publiés dans ce domaine et qui a montré qu'il y avait plus de 88% des AUC publiés qui ne pouvaient pas être sur lesquels on ne pouvait pas faire confiance. Parce que en fait, il y a pas mal de gens qui ne font pas un apprentissage correct de leurs données, qui ne séparent pas le jeu de test, le jeu d'apprentissage du jeu de test, etc. Et ce qui fait qu'en fait, quand on utilise mal ces modèles, on peut très facilement conclure à des résultats spectaculaires, alors que la réalité est plus complexe. Donc ça, c'est une première difficulté. Former les gens et interpréter correctement les résultats issus des modèles de machine learning. Ensuite, le problème dans les données du microbiome, c'est qu'on a une variabilité interindividuelle qui est très importante. Et là, par exemple, j'ai pris l'article sur la cirrhose du foie qui a été publié en 2014. Où en fait on voit que les gens qui sont en bonne santé sont plus riches en gènes que les gens qui sont malades, et c'est une différence qui est très significative et qui se valide aussi bien sur la cohorte de discovery que sur la cohorte de validation, donc c'est un résultat qui est solide. Mais vous voyez quand même que même chez les gens qui sont en parfaite santé, il y en a qui ont très peu de gènes, et même chez les gens qui ont une cirrhose du foie bien déclarée, il y en a certains qui ont quand même une très bonne quantité de gènes. Donc, c'est ce qui montre un peu la difficulté dans ce domaine, avec énormément de différences entre les individus, et que quand on a peu de données disponibles, finalement, ça rend les interprétations plus complexes. Et donc justement, pour pallier à ce problème du fait qu'on a peu de données, le Metagenopolis est impliqué dans deux initiatives, l'initiative French Gut et l'initiative Million Microbiome of Human Project, dont l'idée c'est de séquencer donc, dans le MMHP 1 million de microbiomes humains, et dans le French Gut, qui est donc la branche française de ce projet, qui est donc un projet coordonné par INRAE Metagenopolis, c'est de séquencer 100 000 microbiomes de Français pour avoir en fait une base de données beaucoup plus importante, et vraiment pouvoir caractériser finalement qu'est-ce qui fait le microbiome d'un individu en bonne santé. Et en fait, avec ces données disponibles, donc ça va être fait au cours des années qui viennent, c'est un projet sur 5 ans, on va enfin pouvoir avoir une puissance statistique qui va permettre de répondre à des questions beaucoup plus précises que ce qui est disponible actuellement, où on a des cohortes de quelques centaines d'individus, quelques milliers quand on a de la chance, comme dans les projets comme Métacardis, mais qui sont encore assez rares. Donc là, voilà, on va vraiment changer d'échelle, et donc ça va changer aussi les possibilités de conclure sur le rôle du microbiome dans un certain nombre de pathologies.
Enfin, un autre challenge actuel aussi, c'est tout ce qui est autour de la confidentialité des données et le fait que pour faire des modèles précis, on a besoin de beaucoup de données, mais on ne peut pas forcément, à cause des lois RGPD et des soucis à cause de la confidentialité des données, réunir toutes les données facilement. Et donc, il y a des approches qui sont développées pour faire de l'apprentissage fédéré, c'est-à-dire que plutôt que de partager les données pour faire un apprentissage à partir d'une immense base de données, ce qui est le cas actuellement dans la plupart des modèles. En fait, l'idée, c'est de laisser chaque donnée là où elles sont situées, donc par exemple dans des hôpitaux, dans des centres de recherche, et ne partager que les paramètres du modèle et avec des algorithmes qui vont permettre d'en fait tirer profit du fait que ces informations, ces données sont disponibles, mais sans jamais partager les données. Donc voilà, ça c'est le genre de projet qu'on mène notamment avec l'équipe de Jan Bombach en Allemagne. Et enfin, il y a toute la problématique qui concerne l'intégration de données hétérogènes. Donc, comme j'en ai parlé un peu au début, on a des données métagénomiques, mais on peut aussi avoir la métatranscriptomique, la métaprotéomique, de la métabolomique. On a les données cliniques, on a éventuellement les données sous forme de réseau. Et donc, toutes ces données sont comme autant de facettes. Et il y a différentes méthodes statistiques dont je n'ai pas du tout le temps de parler, mais qui sont un champ de recherche actif pour essayer de faire sens par rapport à ces différents jeux de données qui concernent des mêmes individus et qui sont potentiellement très hétérogènes. Donc voilà, un peu mes messages à retenir sur la partie. C'est donc quand on veut explorer les données du microbiome, on regarde la composition taxonomique et fonctionnelle, les analyses de diversité, on fait de l'intégration de données, du machine learning. Et donc, les spécificités des statistiques des méthodes du microbiome vont limiter les méthodes disponibles ou vont nécessiter le design de nouvelles méthodes. Et donc, c'est un champ de recherche actif. On n'a pas forcément toutes les clés méthodologiques pour répondre à toutes les questions actuellement. Le machine learning, les méthodes de machine learning se décomposent en trois grandes branches, le machine learning non supervisé, supervisé et de renforcement. Et chacune de ces branches a été appliquée sur des données du microbiome avec succès, dont certaines sont en plein développement actuellement. Et voilà, les challenges actuels dans ce domaine, c'est faire attention à comment on applique les données, les modèles de machine learning, la très grande variabilité interindividuelle qui va bientôt être résolue par les nombreux séquençages qui se profilent dans les années à venir, les méthodes d'apprentissage fédérées et l'intégration de données. Donc, tout ce que je vous ai présenté, c'est beaucoup de travaux aussi de l'équipe Métagénopolis, notamment de l'équipe Infobiostat pour tout ce qui concerne la partie biostatistique, bioinformatique. Et donc, juste pour finir, Métagénopolis, c'est donc un démonstrateur pré-industriel où on fait à la fois de la métagénomique quantitative, de la métagénomique fonctionnelle, et on a une équipe de bioinformatique, biostatistique pour tout ce qui est analyse des données. Et on travaille en collaboration avec donc d'autres unités INRAE, avec l'ICANN et l'Université catholique de Lyon. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour quelques questions. Merci Magali et Eddy, donc merci à tous les deux. Donc, alors il est 19h23, donc on peut avoir un peu de temps pour quelques questions. Alors, il y a déjà eu des questions dans le chat auxquelles Eddy a répondu. Peut-être, Eddy, tu peux reclarifier la question de Carole Nico, en fait, concernant la problématique du séquençage 16S et des mitochondries, en fait, avec la question, est-ce que finalement on peut retrouver des séquences de l'hôte, quoi, dans l'analyse? Peut-être c'est important parce que de reparler du filtrage. Tout à fait. Bon, j'ai peut-être lu un peu trop vite tout à l'heure la question, Carole. En fait, même dans le microbiome intestinal, dans les fessiers, on retrouve assez souvent des cellules humaines, notamment chez les patients qui ont des troubles inflammatoires. Et
ce ratio de cellules humaines va aussi se retrouver dans le ratio de cellules qui sont produites à la fin en termes des lectures qui sont générées à la fin et dans les analyses. Donc, ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'on les filtre, les riz du vin, et ensuite, on continue à faire les analyses classiques. Le souci étant que quand on fait ça, bien évidemment, il va y avoir des cellules qui vont passer à travers. Les cellules mitochondriales, bien évidemment, ça peut être un autre souci. Avec le shotgun, on peut essayer d'aligner ces lectures dans le génome mitochondrial, par exemple, à partir du génome mitochondrial pour les enlever. Ce sont des aspects auxquels moi, j'ai pas eu à faire face régulièrement. Et par rapport au CESES, je ne saurais pas vous dire plus non plus parce que c'est une technologie qu'on n'utilise pas suffisamment pour avoir une expertise. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait compléter ma réponse. Merci Eddy. Moi, j'ai un autre point sur la problématique de la correction par le test multiple. Peut-être que Magali pourrait commenter. En fait, tu n'as pas, Magali, tellement abordé cette question. Enfin, moi, ce qui est frappant, c'est que, bon, on connaît tous la problématique des tests multiples et tu as bien dit que finalement, les variables n'étaient pas indépendantes entre elles. Et donc, c'est vraiment la question de ces tests. Est-ce qu'il faut vraiment faire la correction par les tests multiples, en fait, dans ces analyses et si on décide de ne pas le faire, est-ce que c'est embêtant? Oui, alors ma réponse courte, c'est oui, il faut vraiment le faire. Après, il y a différents types de corrections de tests multiples qui existent et il y en a des plus ou moins sévères, des plus ou moins strictes. Dans les études exploratoires, on n'a pas besoin d'avoir des corrections qui soient très strictes et notamment la plus utilisée dans le domaine, c'est la correction de Benjamin Hochberg qui permet en fait de calculer un FDR, un False Discovery Rate. Et le FDR, en fait, ça donne la proportion attendue de fausses découvertes parmi les résultats qui sont dits intéressants. Donc, par exemple, si on a un false discovery rate à 0,10, c'est-à-dire que parmi tout ce qui est à 0,10 ou en dessous comme résultat, on s'attend à ce qu'il y ait 10% de faux positifs. Et ça, c'est une information qui est hyper importante. Et finalement, ce seuil, ensuite, on le choisit comme on veut. C'est-à-dire que si on a 100 résultats en dessous de 0,10, on sait que parmi ces 100, il y en a 90 des vrais positifs et 10 des faux positifs. On ne sait pas exactement lesquels 10, mais ça donne une idée d'à quel point nos résultats sont contaminés par des faux positifs ou pas. Et si jamais on ne fait pas de correction, c'est une information qui nous échappe complètement et donc sur laquelle on n'a pas du tout la main. Et si jamais en corrigeant pour les tests multiples avec le FDR, il n'y a plus rien qui soit significatif, même en prenant un FDR de 0,5, de 0,6 ou de 0,8 ou peu importe. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de signal. Ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer à passer du temps à surinterpréter des choses dans lesquelles il n'y a rien qui ressort. Donc, autant consacrer son énergie à étudier un problème dans lequel il y a vraiment quelque chose à interpréter. Merci Magali. Oui, il faut qu'il y ait quand même un signal. Alors, il y a pour Eddy, tu répondais à une question de Guillaume, mais en fait, bizarrement, dans le chat, je n'ai pas la question. Donc, je vois ta réponse. Mais peut-être tu peux commenter en fait ça. Alors, merci Guillaume pour la question. Donc, Guillaume dit, lorsque on analyse un prélèvement de faible biomasse, doit-on plutôt faire de la métagénomique ciblée ou NGS? Si on compare des microbiomes sains et malades de faible biomasse, toujours, le résultat le plus intéressant est l'analyse de diversité bêta, alpha. Donc, la deuxième question, je la laisserai à Magali. Pour la première, comme je disais dans ma réponse, ce que les gens font souvent, par exemple dans l'ADN environnemental, c'est que ils prennent
la biomasse de faible échantillon et ensuite vont la multiplier avec du PCR pour ensuite avoir suffisamment de lecture pour inférer donc les abondances prédites de l'écosystème. Alors moi, personnellement, je ne connais pas les limites de ce que c'est qu'une biomasse suffisante pour faire du séquençage NGS. Il va falloir regarder. Il me semble qu'avec très peu d'ADN, quand même, on peut faire du séquençage. Le problème du CESE, c'est que parmi les différents problèmes, c'est que quand on va faire cette multiplication PCR, il y a des espèces qui ont un nombre de copies du gène CESE qui est différente à d'autres, et donc on va multiplier, on va augmenter la différence en faisant cette multiplication de manière un peu inconnue qui viendrait biaiser les données. Donc même si on arrive à sauver ou en se disant que ça va être suffisant le CESE, attention, il y a beaucoup d'autres soucis derrière qui sont générés avec ce genre de données. Et il me semble qu'avec très peu d'ADN, on peut faire du NGS, mais encore une fois, je ne suis pas un expert dans la partie wet lab. Magali, peut-être tu... Ouais, juste en un mot, parce qu'on faudra conclure. Vas-y, Maggie. Ouais, Jean-Jean dit, on peut faire des NGS même sur des échantillons où il n'y a pas beaucoup de biomasse. Je sais qu'au labo, ce n'est pas ma spécialité non plus, mais il y a des tests qui sont faits sur du microbiome oral où il y a beaucoup moins de bactéries que dans le gut, ou même sur le microbiote cutané. Et voilà, on arrive à faire du NGS, donc c'est possible d'adapter les protocoles dans ces cas-là. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question, oui, effectivement, si ce qui vous intéresse, c'est les microbiomes sains malades, effectivement, c'est l'analyse de diversité bêta qui va être plus intéressant que l'analyse de diversité alpha. C'est comment les échantillons sont par rapport, les uns par rapport aux autres. Et est-ce que vos malades sont très malades? Est-ce qu'ils sont différents ou pas des sains? Et ça, c'est une information que vous aurez uniquement avec l'analyse de la diversité bêta. Très bien. OK, merci. De toute façon, s'il y a d'autres questions, donc juste je vous rappelle que pour la dernière session du printemps du microbiote, en fait, on fera une session questions-réponses et donc ce qui vous permettra de réfléchir au topo et peut-être aussi de repréparer vos questions et d'échanger avec les orateurs. Et puis, donc, je vous remercie à tous les deux, donc Magali et Eddy, pour ces deux topos bien utiles quand on plonge dans le monde du microbiote. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine, donc lundi prochain, même heure, donc 18h pour la suite, avec d'autres présentations. Et donc, merci à tous également pour être restés jusqu'à ce soir et puis et pour vos questions. On attend aussi vos questions pour la suite. N'oubliez pas de répondre aux petits tests sur la session, des tests organisés par le petit sondage. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci à Karine. tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.